Merci d'avoir rendu la journée possible parce que c'est un gros boulot. J'en suis totalement conscient. Et puis, merci de m'avoir invité, hein. Quand même, c'est cool. Merci beaucoup. Alors, durant cette conférence, vous allez avoir la possibilité d'interagir via un site qui s'appelle menti.com, menti.com. Au moment où il y aura le besoin, donc vous pouvez déjà vous y connecter dans une autre fenêtre, et au moment où il y aura le besoin, je vous donnerai le code, il s'affichera de toute façon sur le partage d'écran. Donc, pas d'inquiétude, vous pourrez interagir et je vous poserai des questions. Comme ça, on pourra au maximum avoir quelque chose de pas trop descendant. Alors, la puissance des questions dans l'implication. Alors, ce qui est important à mon sens, c'est que déjà, on s'entende tous sur ce que c'est que une question, qu'on s'entende sur la définition des choses pour qu'on soit sûr de parler des mêmes éléments. Donc, la question, selon Larousse, hein, toutes les définitions que je vais donner, c'est selon Larousse. On va pas être chiant, on va faire rapide. C'est une demande faite pour obtenir une information ou pour vérifier des connaissances. Alors, pour vérifier des connaissances, on pourrait ajouter pour faire connaissance aussi. Et rapidement, l'implication, c'est mettre beaucoup de soi-même dans ce qu'on fait. Donc, ça sous-entend qu'on est libre de le faire ou pas. Et c'est ça qui est important. Parce que souvent, on confond implication et engagement. Et c'est pas du tout la même chose. En ce moment, on entend beaucoup de choses sur l'engagement collaborateur. Et en fait, il me semble que le bon mot serait plutôt l'implication. Parce qu'en fait, l'engagement, c'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Donc une promesse, une convention ou un contrat par lesquels on se lie. Donc, via lequel on a une certaine perte de liberté. Et on y reviendra. Mais du coup, ça veut dire que l'engagement, en fait, on est déjà engagé vers son employeur parce qu'on a un contrat. Donc en réalité, le sujet, l'engagement ne crée pas l'implication. Ce serait plutôt de dire qu'il faut trouver le moyen d'impliquer les gens. Mais ce n'est pas par l'engagement que ça se fait. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder ensemble une relation humaine, comment elle fonctionne. Donc, on va commencer notre voyage dans l'application en commençant en regardant comment fonctionne une relation humaine. Alors, je vais partager mon écran qui est là. Voilà. Et donc, on va regarder, vous présenter, c'est en train d'arriver normalement. Voilà. Donc, on va regarder ensemble l'ordre logique qui se présente dans toute relation humaine. Toute relation humaine suit cet ordre logique. On se rencontre, normal. On se découvre, totalement logique. Hein, jusque-là, tout est normal. On décide de se faire confiance ou pas. Hein, donc, relation amoureuse ou relation amicale, tout type de relation, hein, ça fonctionne exactement de la même manière. S'il y a confiance, alors on va avoir envie de s'impliquer dans cette relation, qu'elle soit amoureuse, amicale. Hein. Et puis, pourquoi pas, dans certains cas, notamment dans les relations amoureuses, il va pouvoir y avoir éventuellement un engagement par contrat, signé, se marier, etc. Ou alors, tout simplement, engagement, on se sent engagé envers quelqu'un, on va lui filer un coup de main, etc., etc., etc. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être couper ma caméra. Voilà, comme ça, vous aurez une meilleure connexion. Je viens de voir que j'avais un souci de connexion. J'espère que vous avez à peu près entendu ce que j'ai dit. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, une relation managériale, c'est une relation qui est une véritable relation humaine. En ce sens que c'est bien deux ou plusieurs êtres humains qui communiquent et qui réalisent des choses ensemble. Donc, de fait, elle obéit, elle suit exactement les mêmes règles que n'importe quelle relation humaine. Alors du coup, on va regarder ensemble dans ce qui se fait actuellement en termes de relations managériales, on a le même ordre. Donc là, je ne vais pas vous mentir, vous vous doutez bien que l'ordre est quand même un peu bouleversé. Pourquoi? La rencontre, ça ne change pas. On se rencontre, sauf que tout de suite, dans une relation managériale, il va y avoir un engagement. C'est-à-dire, on va signer son contrat de travail. Donc, en gros, on va être obligé de payer pour voir. On ne va pas avoir le choix. Ensuite, on va nous demander de nous impliquer directement. Et là où il y a le sujet, c'est que, en fait, ensuite seulement, on va découvrir la personne ou les personnes, et ensuite, on va décider de donner sa confiance ou pas.
Et donc ça, c'est très embêtant parce que ça ne respecte pas du tout la logique psychologique, sociologique d'une relation humaine. Donc, pour avoir de l'implication, en fait, là, ça sous-entend qu'elle serait décrétée. Le problème, c'est que ça ne se décrète pas. Donc, techniquement, l'implication doit précéder l'engagement. On le voit bien dans la relation humaine. Mais on voit bien que dans la relation managériale, c'est le contraire. Alors, en fait, pour vous donner un exemple, pour vous faire une illustration, j'ai imaginé que la relation humaine soit basée exactement sur le même ordre qu'une relation managériale dans le sens où on le voit sur cet écran. Et ça donnerait quelque chose comme ça. Bonjour, marions-nous. Attends, on va peut-être attendre de se découvrir un peu quand même avant, non? Ah, tu veux pas t'impliquer dans la relation? Attends, j'ai dit ça, mais enfin, j'ai besoin de te faire confiance quand même avant de m'impliquer. Ah, tu me fais pas confiance. Et donc, sous-entendu, je vais bien trouver un moyen de t'obliger. Bon, évidemment, hein, toute ressemblance avec des relations existantes, d'amoureuses existantes est totalement fortuite, bien sûr. Alors, donc oui, l'ordre de changement dans ces phases, donc là maintenant vous avez le visuel, l'ordre versé dans ces phases, en fait, va obliger à devoir contraindre. Parce qu'en fait, il n'y a pas de confiance qui a été instaurée en amont. Donc, en fait, pour que les gens s'impliquent, on va devoir les contraindre. Alors, évidemment, toute ressemblance avec une relation managériale existante est totalement fortuite, hein, évidemment. Donc, pour cette petite intro, pour conclure rapidement, en fait, l'engagement de quelqu'un, ça ne se décrète pas, tout simplement. Psychologiquement, dans le respect, ça ne se décrète pas. Si on le fait, c'est une contrainte. Donc, l'implication devrait précéder l'engagement. Et enfin, si on s'implique, c'est qu'on est libre de le faire ou pas. Ou pas. Alors, pourquoi les questions sont puissantes dans l'implication? J'essaie de remettre ma caméra en espérant que ça fonctionne, que vous allez me voir. En fait, je vais illustrer, je vais développer un petit peu pour ceux qui l'ont vu le teaser vidéo où j'avais mon coiffeur qui était en prison. En fait, c'est exactement la même logique. C'est comme une opposition entre un film et un livre. En fait, le fait d'argumenter pour faire passer quelque chose, on va être plutôt dans la logique du film. Je vais y revenir plus précisément. Donc, si on ne pose pas de questions, par définition, on dit des choses, on assène des choses, on essaye de persuader sur des choses. Donc là, on va être dans une logique de film, une argumentation. Donc concrètement, ça veut dire, dans un film, on donne la même chose à tout le monde. C'est-à-dire que vous allez avoir le réalisateur qui a choisi de mettre des images d'une certaine manière, de les composer d'une certaine manière. Donc du coup, dans cette argumentation, il ne vous donne pas le choix. Donc cette argumentation, elle est complètement descendante. Après, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais c'est le seul choix qu'on ait. On ne va pas pouvoir se faire ses propres images. Ça ne nous laisse absolument pas le choix. Donc un film, il est généralement assez impersonnel. On peut se reconnaître dedans, mais justement, prenons le cas du livre. Pour ceux, par exemple, d'entre vous qui ont lu Le Seigneur des Anneaux et pour ceux qui ont vu la série de films ensuite, je ne connais, alors il y en a peut-être, hein, mais je connais personne qui m'ait dit j'ai préféré voir les films que lire les livres. Je n'en connais pas. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Quand on voit un film après avoir lu le livre, on dit bah non, ça marche pas. Alors pourquoi? Parce que dans le livre, on vous pose des questions en fait. Dans le livre, on vous propose des choses, mais c'est vous qui créez dans votre esprit. De la même manière, l'auteur va pouvoir vous donner le maximum d'éléments sur des descriptions, des choses comme ça, mais c'est vous qui créez vos propres images. Donc ça respecte votre part créative. Ça vous laisse libre, comme je viens de vous dire, de vos images. Ça vous invite à parcourir le chemin en incluant des éléments personnels. Alors ça, c'est très important, parce que du coup, c'est ultra personnalisé quand il y a une logique comme ça de questionnement et de non-imposition de quelque chose. Donc en fait, là, on est vraiment, et j'utilise cette analogie pour illustrer le fait qu'entre une argumentation et le fait de poser des questions, eh bien, on est exactement dans le film et le livre. C'est-à-dire qu'on est dans deux visions du monde différentes, ou dans deux paradigmes différents, si on veut le dire ainsi. C'est la même chose. Le film, on est dans l'idée à faire passer. Le livre, on est dans le parcours à élaborer ensemble. Alors,
rapidement, j'ai imaginé, du coup, ça me fait un peu plus de manip, excusez-moi, que ce qui était prévu. J'ai imaginé pour vous faire sentir véritablement la puissance des questions dans l'implication, et je vais arrêter ma caméra, voilà. Pour vous faire véritablement sentir la puissance des questions dans l'implication, je ne me voyais pas vous faire l'apologie des questions en vous faisant une conf complètement descendante. Donc là, on va avoir la première interaction ensemble. Donc j'ai imaginé l'expérience. Alors pour l'amener, je vais utiliser en fait le concept de soyez le manager que vous rêvez d'avoir. Ça, c'est le concept. Et le but de l'expérience, c'est de le définir et de vous impliquer dans le concept, mais uniquement par des questions. Alors, pour mener cette expérience ensemble, je vais avoir besoin de vous, bien entendu. Et je compte sur vous pour jouer le jeu. Donc, vu qu'il s'agit d'une logique de visualisation interne, on va permettre à nos cerveaux de ne traiter qu'une seule information visuelle à la fois. Donc, ce qui fait que dans quelques instants, je vais vous demander de fermer les yeux pour intensifier l'expérience. Alors, il n'y a rien de mystique là-dedans, hein. C'est de la visualisation, par exemple, comme le font les sportifs avant d'exécuter un mouvement. On a démontré que ça les aide beaucoup à réussir ce mouvement, de le voir faire avant. Donc, je vous remercie d'avance de bien vouloir accorder votre confiance. Je vous invite donc à fermer tranquillement les yeux pour prendre part à cette expérience. Il est probable qu'à l'évocation de ces mots, soyez le manager que vous rêvez d'avoir, il y ait certaines images qui viennent à votre esprit. Imaginez-vous dans une situation où vous avez fait l'expérience d'un véritable leader, quelqu'un qui vous a été bénéfique. Au besoin, inventez-le, façonnez-le, comme dit. Prenez quelques instants pour l'amener à votre esprit. Dans quel endroit êtes-vous? Y a-t-il une fenêtre? Si oui, quel temps fait-il? Comment est la lumière? Quelles sont les odeurs qui sont dans l'air? Soyez un instant conscient de cet endroit, vos sensations. Quelles actions êtes-vous en train d'accomplir dans ce lieu? Comment vous déplacez-vous dans cet environnement? Quelles interactions avez-vous avec ce leader? Et lui, que fait-il? Quels sont les savoir-faire, savoir-être, capacités que vous utilisez pour interagir avec ce leader? Quelles compétences cette personne vous incite-t-elle à utiliser ou vous permet de révéler ou vous donne envie d'approfondir? Quels effets ce leader a-t-il sur vous et sur vos croyances en vos propres capacités? Qu'est-ce qui émane de cette personne? Quelles sont les valeurs qui vous viennent à l'esprit? Quelles sont celles que vous partagez avec ce leader? Quelles sont les valeurs qu'il met en avant et qu'il incarne réellement? Prenez conscience de l'effet que cela a sur vous. Comment vous sentez-vous en tant que personne à son contact, en interagissant, en collaborant avec lui? Comment évolue votre amour-propre à son contact? Cela vous apprend-il des choses sur vous-même?
Comment vous sentez-vous? Prenez conscience de ce ressenti. En quoi ce que vous accomplissez avec son appui fait de vous une meilleure personne à vos yeux? Comment contribuez-vous au monde grâce à cette personne? En quoi ce que vous réalisez quotidiennement à ses côtés a du sens pour vous? Ayez conscience de ces éléments. Restez encore quelques instants avec ces sensations agréables. Vous pouvez donc maintenant contribuer au monde. Vous sentez que ce que vous faites a du sens et que c'est important pour vous. C'est pour cela que vous collaborez avec cette personne. Elle vous permet de d'aimer davantage, d'être vous-même, de vous réaliser en tant qu'individu. Vous vous sentez vous-même car vous partagez les mêmes valeurs, ainsi qu'une confiance réciproque réelle. Vous croyez en vos capacités actuelles et futures. Vous vous sentez capable d'apprendre, d'explorer de nouveaux savoirs. Vous croyez en vous, en vos capacités d'apprentissage, de mise en œuvre de ces nouveaux savoirs. Vous avez l'envie de modifier, d'accomplir les actions, les travaux, les tâches nécessaires pour réaliser ce qui a vraiment du sens pour vous sentir continuellement en accord avec vous-même. Tout cela vous permet de réaliser que vous avez un pouvoir d'influence et même d'action directe sur votre environnement proche et au-delà. Vous ressentez enfin que ce leader vous a fait devenir vous aussi un leader, pour les autres, mais aussi pour vous-même. Nous sommes au terme de l'expérience. Je vous invite à ouvrir tranquillement les yeux. Bienvenue et merci à vous. Alors, que s'est-il passé? Je vous ai remis ma caméra. Voilà. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai fait? En réalité, vous venez probablement, j'espère en tout cas, de fabriquer et d'intérioriser votre propre définition du concept de soyez le manager que vous rêvez d'avoir. Vous avez façonné, grâce à des questions, celle qui vous convient. Maintenant, imaginons que moi, je vous donne une définition. Par exemple, le leader qu'on rêve d'avoir, c'est celui qui co-construit avec bienveillance en faisant grandir ses collaborateurs. Bon, ça vous paraîtra probablement à peu près correct, mais sûrement beaucoup moins précis que ce que vous-même vous avez construit. Donc ça vous paraîtra probablement un peu imposé, un peu fade. En fait, c'est exactement la même logique que c'est à peu près aussi fade que de voir le film, alors qu'en fait, précédemment, vous avez lu le livre. Parce que, à nouveau, entre un film et un roman, le film tente de vous imposer des images. Si je vous avais donné cette définition, c'est la même chose. Je tente de vous en imposer une. Alors que là, vous avez créé les vôtres. Et du coup, elles sont beaucoup plus parlantes et beaucoup plus impliquantes pour vous. Ainsi, en fait, le questionnement va nous permettre de construire les images, les représentations et faire votre part du chemin. Et je rappelle, la définition rapide de l'implication, c'est qu'on met beaucoup de soi dans ce qu'on fait. Mais ce qui est cool, c'est que, OK, s'impliquer, c'est mettre beaucoup de soi dans ce qu'on fait. Mais ce qui est très important, c'est que mettre de soi dans ce que l'on fait et construire avec ses propres images et ses propres perceptions, ça va nous rendre impliqués, va générer de l'implication. Donc en fait, ça marche dans les deux sens. C'est un cercle vertueux et on va y revenir. Les questions sont impliquantes. Alors les questions sont impliquantes à deux conditions. Savoir poser des questions
et on va y revenir. Et justement, je vais vous demander votre avis là-dessus. Et savoir écouter les réponses. Parce que ça aussi, ça s'apprend. Alors, on va se rendre sur Menti. Je vais vous partager l'écran. Hop, voilà. Donc, je vais relancer. Alors, il faut que j'arrête ma caméra parce que malheureusement, sinon, on risque d'avoir des petits problèmes de. Hop. Alors, tout à l'heure, comme je l'ai dit, hop, vous aviez la possibilité d'aller sur menti.com. Voilà, donc vous devriez voir mon écran. Et en haut, tout en haut, vous allez voir que vous pouvez aller sur menti.com et utiliser le code, donc je le dis au cas où on ne le verrait pas bien, 43 27 68 32. Alors, je vais demander aux facilitateurs s'ils veulent bien mettre ça dans le chat, c'est super cool. J'ai pas assez de bande passante pour faire tourner le chat en même temps, c'est compliqué. Donc, et en fait, on va s'afficher un nuage de mots. Vous allez avoir la possibilité de répondre à la question qu'est-ce que pour vous une question impliquante, puisqu'il faut savoir poser les questions pour impliquer. Qu'est-ce qu'une question impliquante? Ah, une première réponse, une question ouverte. Oui, tout à fait. Effectivement, une question qui a du sens, j'imagine. Oui, beaucoup de questions ouvertes. Effectivement. La question ouverte revient très très souvent. Une question précise. Semi-ouverte, alors on a un écart entre les deux. Une question pertinente, non dirigée, je vois. Alors sur les plus gros éléments, on a vraiment une question ouverte. Une question à laquelle je sais répondre, oui, c'est vrai aussi. Alors je peux pas tous les lire, hein, ça arrive très très vite. Une question qui a du sens, stimulante, effectivement. Compréhensible, oui, tout à fait. Tout à fait. Toujours s'assurer qu'on est compris. C'est effectivement très important. Qui vous tue ou vous? Je ne sais pas. Peut-être repréciser sur la personne qui a mis ça. Une question apaisante. Ah, c'est intéressant ça. Apaisante. Ouverte, 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 précise. Là, on a vraiment Alors, quand ils se mettent en plus gros, vous connaissez le concept, hein, j'imagine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont mis. Personnalisé. Ah, oui, bien, 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 bien. Une question personnalisée. Génial, vous avez des super idées et vous êtes complètement dedans, en fait. Qui utilisent les 5 sens. Alors, dans une même question, ça ne va pas être forcément simple, mais oui, effectivement. Sans jugement, j'ai vu passer aussi complètement, tout à fait. OK. Je vous propose que, effectivement, bah, vous avez à peu près tout dit, hein, on va pouvoir effectivement rebondir sur tout ce qui a été dit, dont on n'a pas déjà la réponse. Bon, bah, c'est bon, voilà, une question authentique, tout est dit. OK, super. Écoutez, on va clôturer cette interrogation, cette question. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Effectivement, bah, alors je vais partager avec vous un slide que j'ai préparé. Et en fait, vous allez voir que bah, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. Vous avez même rajouté des petites choses. Alors, merci à tous et toutes pour ça. Je vais changer ici, hop, pour ramener. Hop, je vais à nouveau vous présenter. Donc, alors, ce n'est pas vraiment les réponses, hein, c'est une partie des réponses que moi j'ai imaginées, mais bien sûr, vous avez amené beaucoup d'éléments. Bravo à vous. Déjà, vous avez déjà dit de toute façon quasiment tout ce qui est dedans, voire tout ce qui est dedans. Je vais faire plus sur certains des points et vous allez voir que vous étiez en plein dedans. Alors, effectivement, une question ouverte. Bah oui, une question. Alors, tout d'abord, avant de venir sur les éléments, il faut que la personne qui pose la question ait une posture d'ouverture. Donc, je l'ai entendu, enfin, je l'ai lu, hein, il faut qu'effectivement on soit prêt à entendre la réponse, etc. etc. Tout à fait. Effectivement, questionnement et écoute, on en a parlé juste avant, c'est savoir poser les questions, savoir écouter les réponses, ça va complètement ensemble, complètement. Donc, la posture d'ouverture, bah oui, c'est être en accueil au moment même où on pose la question, ça conditionne la manière dont on va poser la question. Et donc, on sait très bien que la manière dont on pose la question conditionne la réponse. Deuxième chose, une posture
d'apprenant. Alors, j'espère que ça s'affiche au fur et à mesure. Une posture d'apprenant. Donc, ce qu'on appelle une posture basse. Une posture d'apprenant, c'est une personne qui va être capable de se dire, en face de moi, qui qu'elle soit, elle sait des choses mieux que moi. Et pourquoi on dit basse? Parce qu'en fait, quand on pose des questions, quand on se met dans la posture de l'apprenant, on parle presque pas. En moyenne, on laisse la parole 80% du temps au moins. Alors, la troisième, eh ben, vous l'avez deviné, effectivement, vous l'avez bien mise en avant, des questions ouvertes. Bah oui. Et j'ai même entendu tout à l'heure des questions sans intention, non orientées. Eh ben, en fait, je vais toutes les mettre. Vous avez complètement raison. C'est la base des questions ouvertes. Alors, une question ouverte, c'est tout qui vont commencer par pourquoi, comment, que penses-tu d'eux, en quoi ceci, selon toi. L'exemple typique d'une fausse question ouverte, ça serait ben, je pense qu'on va faire comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Ça, en réalité, c'est une fausse question. Parce qu'on a déjà conditionné la réponse. On n'est pas dans la posture là du coup d'ouverture et d'apprenant. Hein. Tout est lié, c'est totalement indépendant. Donc la question non orientée, bien entendu, je viens de donner un exemple. C'est l'inverse d'une question ouverte. Et une question sans arrière-pensée, ce qui sous-entend d'avoir une intentionnalité quand on pose la question. Je m'explique. Poser une question dont on connaîtrait déjà la réponse ou qu'on prétend connaître la réponse, c'est fausse question. Et ça, généralement, pour tuer la confiance et tuer l'envie à la personne en face de vous répondre, c'est pas mal. Donc effectivement, il faut se poser réellement l'intention de pourquoi on pose une question. Je m'explique. Si mon but, quand je pose la question, c'est de flatter mon ego en montrant que je sais ou de piéger quelqu'un, c'est pas la peine. En revanche, si mon intention dans ma question, c'est réellement d'apprendre quelque chose de la personne qui est en face de moi, donc voilà, ici les éléments, alors vous en avez donné plein, moi j'ai fait de vos points, hein. Voilà les éléments sur le questionnement. Alors, ce que je vous propose, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais vous proposer, on va retourner sur, pour ceux qui sont sur Menti, restez-y. Je vais faire passer le slide suivant, voilà, et vous allez pouvoir répondre à la question suivante. Du coup, bah, évidemment, le pendant de la première, qu'est-ce qu'une écoute impliquante? Donc à nouveau, je vous laisse donner des éléments pendant que je partage l'écran pour que vous voyez les réponses arriver au fur et à mesure. Ah, une humilité, une écoute active, la synchronisation. Ah oui, 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 oui. Bienveillante, complètement. Alors silencieuse, en tout cas dans l'idée, effectivement, pas totalement, mais complètement. Une écoute verbale et non verbale. Ah, c'est intéressant, on va y revenir, ouais. Concentré, bien sûr. Sans interrompre. On a vraiment le sans jugement, écoute active, bienveillant qui sont en gros souvent utilisés, pardon. L'écoute des émotions, empathique, oui, bien sûr, complètement. Double écoute. Alors, si la personne peut préciser, double écoute, je ne suis pas sûr de voir ce qui arrive. Attentif, on a effectivement des choses qui se regroupent. Non violente, j'imagine avec un lien avec la CNV probablement, la communication non violente, très probablement. Qu'est-ce qu'on a reformulé? Ah oui, 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 oui. Alors reformuler, c'est effectivement, on est pile entre l'écoute et la question, en fait, exactement. Exactement. Le fait de prouver, enfin, d'être sûr qu'on s'est compris, effectivement, très important aussi. Neutralité, intéressé, miroir, humilité, rebondir, glissant nos propres idées. Je ne suis pas sûr, là. Je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire. Non-verbal, ok. Bah, à nouveau, vous êtes bon, hein, vous êtes vraiment bon. Hein. Vous êtes vraiment très très bon parce qu'en fait, bah, à peu près tout ce que je vais donner, je vais faire un peu la même logique que tout à l'heure avec la question. Hein. Moi, je vais mettre certains items sans prétendre avoir la science infuse. Et il y a vraiment tout, hein, vous avez vraiment tout mis, sans préjugés, effectivement, sans jugement, on se rapproche un petit peu. En pleine conscience. Ah, c'est intéressant ça, en pleine conscience, avec le cœur et le corps. On joue un petit peu la même chose, sans a priori. Ok,
avec le don de toute son attention. OK, super. Ouais, merci pour, tous ces retours. Effectivement, vous êtes vraiment bon, hein, vous êtes vraiment bon. Bon, j'en doutais pas, hein. Je vous arrête le partage d'écran. Je vais de mon côté, hop, me remettre sur alors cette fois, je vous affiche tout le slide pour pas qu'on ait de problème, pour pas que je fasse des trucs à la suite. Je suis désolé pour ces petites choses techniques, c'est pas toujours simple. Voilà. Alors, ici, vous devriez voir maintenant ce que moi je propose comme élément. Alors, vous allez retrouver évidemment plein d'éléments que je vous avez donnés. Et j'ai fait exprès, bien sûr, de remettre posture d'ouverture et posture d'apprenant. J'en ai parlé tout à l'heure au niveau du questionnement. Rien que la manière de poser la question, il faut qu'on soit dans la bonne posture, sinon la question sera mal posée. Mais encore plus, évidemment, dans l'écoute. C'est dans l'écoute d'être prêt à réellement apprendre quelque chose. Donc, j'ai remis ces deux postures. Je ne vais pas revenir dessus plus longtemps. J'ai vu des choses sur l'intérêt réel pour l'interlocuteur. Alors, pour ceux qui parlent anglais, je vous donne, allez voir le TED de Céleste Hadley. Hadlee. De mémoire, alors c'est en anglais, désolé, à ma connaissance, il n'y a pas de traduction française. C'est 10 trucs pour faire une bonne interview. En fait, en gros, Céleste Hadley est une intervieweuse et en fait, qu'on juge très très bonne parce que les gens lui parlent. Et même les gens disent, mais j'avais jamais dit ça à personne avant, en fait. Et du coup, on lui a demandé de venir faire un TED pour dire, bah, comment vous faites? Et j'ai vu tout à l'heure alignement verbal, non verbal. Et ben justement, si vous parlez l'anglais et que vous êtes intéressé par ça, allez voir ce TED. Vraiment, il est génial. En fait, elle commence son TED en disant, alors en fait, quand j'ai voulu être intervieweuse, bah, j'ai travaillé, j'ai demandé tous les trucs verbaux, non verbaux, etc. Bon, alors vous savez, il y a tous les choses classiques. Il ne faut pas se tenir en arrière sur sa chaise, il ne faut pas croiser les bras, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, il faut regarder la personne dans les yeux. Et en fait, en gros, elle dit littéralement, je vous fais la traduction littérale, tout ça, c'est des conneries. Je Tiens, pense tiens même Laurent, qu'elle dit c'est. excuse-moi encore une Oui. fois, je pense que c'est encore figé. Enfin, je sais pas si tu partages, mais en tout cas, je vois rien. Ah bon? Ah mince. Oh, c'est fou ça. Alors je recommence. Euh, tu vois pas un truc avec écrit l'écoute réelle? Ah mince, autorisé. Vous vous présentez pourtant de mon côté, ça marque que je présente, alors c'est embêtant. Tu vois quelque chose là? C'est bon, on voit tout, merci. Ok, bah, je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Les méandres du web. Alors, et donc Céleste a dit tout ça, en fait, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries de faire des gestes, machin. Pour s'en convaincre, je vous donne un truc. Vous prenez un discours de 5 minutes d'un homme politique. 5 minutes. Prenez sur YouTube, hein, n'importe où. Que vous ne connaissez pas, un discours que vous ne connaissez pas. Vous éteignez le son et vous ne faites que regarder ses gestes. Donc, regardez son non-verbal. Et vous essayez de comprendre ce qu'il dit. Une fois que vous êtes arrivé à la fin, vous remettez le son, vous allez voir, il dit le contraire de ses gestes. C'est étonnant. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il a des tas de communicants, soi-disant très très bons, qui lui ont dit, bah voilà, il faut poser les mains comme ci, comme ça, faire ci, faire ça. Et en fait, bah c'est fake. Ça marche pas parce que c'est pas aligné. Et c'est exactement ce que dit Céleste Hadley dans son TED. Elle, bah, tout ça, c'est des conneries de dire faut faire ci, faut faire ça avec vos mains, vous mettre comme ci, vous mettre comme ça. À partir du moment où vous avez un réel intérêt pour votre interlocuteur, bah, tous ces éléments non verbaux vont se faire naturellement. Ça va suivre, ça va être aligné, ça va pas faire fake. Donc vraiment, allez voir ce TED en gardant ça à l'esprit, c'est vraiment intéressant. Ensuite, le respect de toutes les réponses. Oui, 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 toute réponse est bonne. C'est pas parce que on n'y avait pas pensé, justement, c'est l'occasion d'apprendre quelque chose. On revient sur la posture d'ouverture et d'apprenant. Potentiellement, j'apprends quelque chose. Et s'il y a une réponse qu'on trouve un peu bizarre, bah, plutôt que de dire c'est bizarre ton truc, reposer une question. Tiens, explique-moi, qu'est-ce que tu. Ah, on n'est pas à l'abri d'apprendre un truc. Hein. L'acceptation de toutes les réponses. Ah, alors ça, c'est une autre histoire. L'acceptation de toutes les réponses, ça veut dire que, imaginons un manager qui dirait à quelqu'un, tiens, j'ai besoin que tu fasses ça parce que ceci, cela. Bah, en fait, j'ai pas envie est une réponse acceptable. Je me sens pas de le faire est une réponse acceptable.
Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas creuser et essayer de comprendre ce qui se passe, mais je dis que la réponse doit être acceptée et potentiellement acceptée même à la fin, que la personne n'a vraiment pas envie de le faire et ne se sent pas de le faire. Et donc, évidemment, c'est corollaire avec l'offre réelle de choix. L'offre réelle de choix, ça veut dire vraiment accepter, vraiment offrir un choix dans la possibilité de réponse. Parce que si la question est du style, bon, bah, de toute façon, voilà, c'est comme ça, et puis, bon, bah, tu es d'accord avec moi, de toute façon. Ah non, pas de choix, en fait. Ça sert à rien. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On va avoir évidemment quelqu'un qui va, de toute façon, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, tu as déjà fait ton choix pour moi. Donc, arrête avec tes questions. Ça sert à rien. Et donc là, tout s'écroule. Ça sert à rien. Et enfin, peut-être le plus difficile de tous, accepter sa propre ignorance. Eh bien oui, oui, oui. Ça veut dire quoi? Être capable d'être dans une posture d'apprenant et une posture d'ouverture. Ça veut dire être conscient de sa propre ignorance. Sa propre ignorance. De fait, je ne peux pas savoir tout ce que c'est une personne. Donc j'ai forcément toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un d'en face de moi, par définition. Toujours, 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 toujours. Et ça aide beaucoup. C'est une sorte de reminder pour rester en posture d'ouverture et d'apprentissage. Toujours très intéressant. Alors, je vais devoir passer un slide suivant. Donc, du coup, je vais à nouveau. Alors, je vais faire un peu différemment. Je suis désolé. Je vais afficher les trucs un peu à l'arrache. Hop, je vais repartager mon écran en espérant que cette fois-ci, vous allez le voir. Donc, on va examiner ce qui se passe dans une relation normale de management. Alors surtout, si jamais à nouveau on ne voit pas l'écran, vous n'hésitez pas à me le dire, hein, les gars. Hein. Enfin, je dis les gars parce que le facilitateur, il y a malheureusement que des gars, mais ne vous vexez pas, il n'y a pas de. Donc, est-ce qu'on voit le slide? Ah, ça sent pas bon ça si on ne voit pas. Non, je ne sais pas. Bon, je vais considérer qu'on le voit. Donc, le principe de base de ce cercle-là, eh bien, en fait, c'est ce qui se passe dans une relation habituelle de management dans une entreprise. Je m'explique. Donc, normalement, je vous le faisais en affichage au fur et à mesure, mais là, vu que ça ne fonctionne pas, on va le faire comme ça. Alors, partons de la liberté. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, souvenez-vous que plus je vais poser des questions, plus je vais avoir d'implication dans mon parcours. Donc, quand je signe un contrat, et souvenez-vous dans l'ordre de tout à l'heure, dans l'engagement, je vous ai dit, bah, si je m'engage déjà au départ sans même avoir choisi de m'impliquer, dans l'ordre d'une relation managériale, ça enlève un petit peu de liberté. Quand on m'enlève un petit peu de liberté, ça veut dire qu'on on me conduit à une sorte d'infantilisation. Donc, quand on m'enlève de la responsabilisation, donc qu'on m'infantilise, je vais avoir tendance à me méfier. Essayez de vous souvenir un petit peu, hein, vous, chacun de votre côté, dans votre expérience personnelle, de ce qui s'est passé dans votre relation avec votre manager ou avec vos managers, votre entreprise, enfin l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc, on commence à se méfier. Quand on commence à se méfier, qu'est-ce qui se passe? On dit, oh là là, attends, moi, je ne vais pas m'engager dans des décisions, hein, ça va bien. Hein, voilà. Donc, si je ne prends pas de décision, ça veut dire que je n'ai plus de capacité de choix. Si j'ai plus de capacité de choix, ça veut dire qu'on m'enlève des responsabilités. Oh bah, de toute façon, attends, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux questions. Hein, si ce n'est pas un réel choix, bah, ça veut dire que je n'ai pas de responsabilité. Donc, si je n'ai pas de responsabilité, je ne vois pas pourquoi je m'impliquerais. Et puis, si je ne suis pas libre de m'impliquer, bah, en tout cas, je suis libre de ne pas m'impliquer. Ça m'enlève de la liberté et puis je retombe dans un cercle vicieux. Alors, à l'inverse, ce qui est intéressant, et là, du coup, je vais arrêter la présentation, c'est que ce qui est très intéressant, c'est qu'il suffit parfois simplement de renverser la vision des choses. Alors, attendez, hop. Et je vais vous mettre, voilà, je suis désolé pour les délais, parce que je suis contraint de tout afficher en même temps. Hop, voilà, j'espère que vous allez voir la version verte. Théoriquement, ça doit arriver, voilà.
Et donc, vous pouvez constater qu'en fait, c'est exactement le même cercle avec les mêmes mots et dans le même ordre. La seule différence, c'est qu'à la place d'infantilisation, j'ai écrit responsabilisation et à la place de confiance, il y avait écrit tout à l'heure méfiance. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Donc, prenons-le au démarrage à responsabilité. Si je donne de la responsabilité à des gens, des responsabilités aux gens, ça veut donc dire leur offrir la possibilité de faire des choix. Ah tiens, j'ai la possibilité d'avoir des choix, j'ai du choix réel. Ah, mais donc je vais pouvoir prendre des décisions. Et si dans mon monde, on me laisse prendre des décisions, alors non seulement ça veut dire qu'on me fait confiance, mais si on me fait confiance, ça veut dire que ça peut me donner de la confiance en moi aussi. Et si ça me donne de la confiance en moi, ça veut dire que je commence aussi à avoir confiance dans les gens avec qui je travaille, et notamment dans les gens qui sont au-dessus de moi, mon manager, enfin au-dessus de moi en tout cas dans le système actuel. Et du coup, si j'ai confiance, bah, je me responsabilise, j'ai une véritable responsabilisation qui m'arrive, je ressens ça. Et donc, plus j'ai de responsabilisation, plus je me sens libre, parce que c'est Sartre qui disait, plus il y a de liberté, plus il y a de responsabilité. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Plus on a de responsabilité, plus on a de liberté, parce que plus on peut faire de choses. Et donc, si je suis libre, et souvenez-vous tout à l'heure, je suis libre de m'impliquer ou pas. Et ben, c'est ça qui crée, c'est pour ça que j'ai mis 3 plus sur ce slide-là. Plus je suis libre de m'impliquer ou pas, et ben plus si je décide de le faire, mon implication va être extrêmement puissante. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, très simplement, si on veut faire un résumé des épisodes, je vais vous afficher les deux l'un à côté de l'autre, enfin l'un en même temps que l'autre. Voilà, laissez le temps que ça s'affiche. Et vous pouvez constater que ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement l'inverse. En rouge, vous avez le cercle vicieux. En vert, vous avez le cercle vertueux. Et alors, ce qui est super intéressant avec ce cercle vertueux, c'est que vous pouvez le commencer n'importe où. Vous pouvez le prendre à partir de n'importe quel endroit. Imaginons que je donne de la confiance. Je dis, tiens, je vais faire confiance. Ah, ok, tu commences à me faire confiance. Ah, ça veut dire que je peux me responsabiliser. Tu me responsabilises sur certaines choses. Ah, donc je commence à pouvoir prendre des libertés. Cool. Ah, bah tiens, ça me donne envie de m'impliquer. Et hop, je continue. Et je pourrais le prendre de n'importe quel endroit et ça fonctionne. Donc ça veut dire que pour pouvoir créer de l'implication, on peut démarrer par l'endroit dans lequel on est à l'aise, par lequel, pardon, on est à l'aise. Et ça, c'est super intéressant. Alors, hop, je vais passer, je vais tout afficher d'un coup, voilà, à nouveau, et je vais représenter la synthèse de ces éléments va être la suivante. Voilà, j'attends que ça arrive. Alors, le cercle rouge, eh ben, en fait, c'est ce qui se produit lorsqu'on prétend savoir. En gros, qu'on n'est pas en posture d'ouverture et d'apprenant. On n'est pas en posture de poser des questions. Donc, on a des décisions hiérarchiques qui arrivent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me retrouve avec une dépendance. OK, je suis dépendant. OK, bah vas-y, je suis dépendant. Lorsqu'on questionne réellement, à l'inverse, donc le cercle vert, on va créer de la liberté, on va créer de l'implication et on va autonomiser les gens. Et en plus, quand même, c'est ce qu'on veut pour nos gosses. C'est pour ça que j'ai mis une photo d'une gamine. Tout ce qu'on veut pour nos gamins, c'est qu'ils ne soient pas dépendants, c'est qu'ils soient autonomes. Et quand on est adulte, c'est assez étonnant, on a créé des organisations pour créer de la dépendance. Psychologiquement, sociologiquement, ça crée de la dépendance. Donc concrètement, bah, la conclusion, c'est le questionnement réel crée l'implication des collaborateurs. Dernier élément, bon, je ne vais pas partager le slide cette fois-ci, je vais remettre ma trombine. Voilà, je vous avais mis un slide avec une photo de Socrate, enfin en tout cas de son buste, hein, il n'y aura pas de photo évidemment. À peu près en 400 avant Jean-Claude, a vécu Socrate. C'était quand même l'un des plus grands penseurs philosophes de toute l'humanité. Et ce type nous a dit, ah, ce que je sais, moi, c'est que je sais rien. Donc là, en termes de posture d'apprenant, on est pas mal en termes de posture d'ouverture. Et ce type-là, il avait ce qu'on appelait des followers d'aujourd'hui, il avait des disciples. Ce seraient les followers sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux d'aujourd'hui. Et en fait, pourquoi? Ben parce qu'en fait, ce type, il faisait quoi? Il savait jamais rien, il faisait que poser des questions. Il ne faisait que poser des questions. Et tout le monde le suivait. C'était un vrai leader. Donc,
En plus de ça, évidemment, il crée une implication et il développait aussi de l'esprit critique et tout un tas de choses. Il invitait les gens à penser par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Donc, c'est une vraie liberté, ça. Bon, ça, c'est des sujets de coaching individuel. On est sur un autre sujet, on est sur une autre conférence, on est sur d'autres éléments. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Et je vais vous proposer un dernier menti avec un. Je vais arrêter. Je vais vous proposer un dernier menti. Je vais vous donner l'occasion de retourner dessus pour. Et je vais partager mon écran. Hop là. Voilà, pour les questions et les réponses, et je vais les prendre au fur et à mesure. Alors, on a été un petit peu embêté par la technique, je suis désolé, j'avais prévu un petit peu plus de temps, mais on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Voilà, donc sur le Menti, vous pouvez poser vos questions. Allez-y, et je vais les voir arriver, puis on va les prendre un petit peu au fur et à mesure. Allons-y. Je vais peut-être éteindre ma caméra à nouveau, parce que sinon ça va être compliqué. Donc il y a un petit peu de délai le temps que ça arrive. Normalement. Ça a marché sur les nuages de mots. Il n'y a pas de raison que les questions ne marchent pas sur. Est-ce qu'on pourra revoir les slides revoir ou recevoir les slides Oui, on pourra les mettre à dispo. Oui, c'est pas un souci, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Alors, question suivante. Hop. Ah non, c'est. Ah. Pardon. Hop là. Quelle question aimeriez-vous que je vous pose Bien joué. Quelle question aimeriez-vous que je vous pose Ah ben, je ne l'attendais pas, celle-là, bien joué. Eh bien, je ne sais pas. Si je trouve une réponse, je vous la donne. Je ne sais pas. Pouvez-vous m'y aider dans mon entreprise, par exemple Alors, comment ou quand équilibrer ces deux postures? Le questionnement ne marche peut-être pas toujours. Alors, les deux postures, j'imagine, d'apprenant et d'ouverture, j'imagine. Alors, équilibrer, je vais essayer de faire une réponse. Le questionnement ne marche peut-être pas toujours. Alors, en fait, c'est un fonctionnement qui est interdépendant entre les questions et les réponses et l'écoute. Et donc, normalement, à partir du moment où on arrive à bien aligner les deux, en fait, le questionnement marche toujours. On peut avoir parfois des gens qui ont été tellement habitués à ce qu'on ne les écoute pas, qui vont avoir un côté un peu blasé, mais c'est pas de leur faute, hein, c'est qu'ils ils se sont tellement fait avoir que effectivement, ça peut ne pas marcher. Beaucoup de patience, beaucoup d'écoute et encore plus d'ouverture, normalement, fonctionne. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question. Un conseil pour inverser le sens du cercle. Ah, oui, et déjà, pour partir sur le cercle vert, comme je l'ai dit tout à l'heure, prenez-le à partir de l'endroit où vous vous sentez à l'aise pour offrir véritablement offrir l'élément que vous voulez offrir. Et essayez de vous rappeler du sens du cercle. Après, attention, hein, quand on a le nez dans le guidon, c'est pas facile et effectivement, souvent, il est nécessaire d'avoir un accompagnement pour cela. Mais c'est un bon début déjà de commencer comme ça et d'avoir ces éléments en tête. Eh bien, on l'a eu tout à l'heure, celle-là, donc je vais la passer. D'expérience, par quelle case du cercle vertueux est-il plus efficace de commencer, plus facile de commencer? Ça dépend de vous, de votre équipe, de l'entreprise, du niveau d'imposition hiérarchique, si j'ai envie de dire. Donc, d'expérience, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'élément. Salut Laurent. Re-salut. Yep, Hicham, Tiens, on peut se faire une je petite te dernière vois. question, puis après on pourra conclure, si ça te va. Allez, comment cela s'applique sur des groupes? Ça s'applique de fait sur des groupes. Je ne comprends pas la question. Alors, dans un monde qui va vite et où il faut décider vite, est-ce toujours possible de prendre le temps de poser des questions? Alors, justement, dans un monde qui va vite et où il faut décider vite, je vais répondre par une question. Est-ce qu'il est mieux de se dire qu'il faut que je décide, ou est-ce qu'il est mieux d'avoir en amont réalisé tout ce qu'il faut pour qu'une équipe soit capable naturellement d'être auto-adaptative? Voilà.